abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Et on est arrivé à des nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies ont essayé d'intéresser toutes les étapes du traitement endodontique que vous connaissez. On a essayé d'améliorer les moyens d'observation et diagnostic, les techniques endodontiques que vous connaissez, les voilà, champ opératoire, etc., et l'obturation canalaire. Donc, l'évolution a porté sur l'ensemble des étapes du traitement endodontique. Et je vous invite à voir avec moi un peu comment ça s'est amélioré. Alors, en matière de moyens d'observation et de diagnostic en endodontie, la première règle à laquelle on s'est imposé, c'est d'abord de mieux voir pour mieux soigner. Il faut reconnaître que l'endodontie est la seule discipline en odontologie qui travaille vraiment à l'aveugle. Trouvez-moi une autre pratique odontologique qui se fait aussi en aveugle que l'endodontie. Donc, nous avons un handicap, si vous voulez, d'accès vers le site opératoire. Plus et c'est une microchirurgie. Donc, vous voyez un peu la difficulté que nous avons à réaliser nos traitements. Alors, premier pari, c'est essayer de mieux voir pour mieux soigner. Alors, c'est les aides visuelles. Et les aides visuelles, il faut les utiliser. Ça peut être des aides visuelles accessibles, une loupe, des lunettes un peu performantes, des loupes qui sont de plus en plus accessibles aux praticiens, et bien sûr, il y a le microscope endodontique qui, il est vrai, est une machine qui n'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas, le but, c'est quoi? Le but, c'est de passer d'une échelle comme celle-là, c'est à peu près l'échelle que l'on voit lorsqu'on est devant son patient, c'est à peu près ce qu'on voit, sans aide visuelle. C'est de passer de cette échelle à celle-ci. Essayez de voir un peu la chambre pulpaire, la cavité d'accès dans sa totalité, et de voir surtout l'entrée des canaux. Ça, il faut absolument le voir. Alors ça, pourquoi c'est important? Parce qu'on peut visualiser, bien sûr, l'anatomie endodontique, on peut illuminer le champ opératoire, l'œil, il est transporté pratiquement au bout des doigts, il y a un confort de travail évident, certain, et les séances sont de toute façon plus courtes et moins difficiles, parce que quand on voit mieux, on se fatigue moins vite, et donc on travaille mieux. Ça, c'est pour les aides visuelles. Utilisez-les. Mais les aides visuelles ne vous donnent qu'une partie de l'organe dentaire. Il y a la grande partie, la plus importante, qui, elle, reste inaccessible à l'œil. Donc, il vous faut la radiographie, évidemment. Et en matière de radiographie, ça a également évolué. On est passé à une radiographie analogique, argentique, que nous connaissons, que nous utilisons. Ensuite, on a appris, on a pu numériser l'image radiographique et puis on l'a mis dans une machine et puis ça a donné la fameuse radiovisiographiie. Alors la radiovisiographie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, bien sûr, c'est un tube radiogène standard. Ce n'est plus un cliché, mais un capteur. Ensuite, l'image obtenue, l'image radiographique, est numérisée par un intermédiaire qu'on appelle l'ADC. Cette image est envoyée au disque dur qui traite l'image et qui vous la renvoie sur l'écran. Une fois qu'elle est sur l'écran, elle est sur une échelle qui est accessible et vous pouvez en faire après ce que vous voulez, l'archiver, la transmettre et surtout faire une approche attractive de l'image radiographique. Les avantages, bien sûr, réduction des temps d'exposition radiogène, donc vous pouvez en prendre plusieurs dans la même séance chez le même patient, pas de développement, donc plus de liquide de développement, etc., et tous les aléas que ça comporte. Une image est bien entendu en temps réel et instantané. Il y a un traitement de l'image par l'informatique et vous pouvez stocker énormément, une infinité d'images. Bien sûr, il y a des inconvénients. Rigidité, épaisseur du capteur, certaines zones de la cavité buccale sont difficiles à prendre. La durée de vie du capteur, on ne sait pas combien ça dure. Et donc, il y a le coût aussi. Et il y a aussi, on parle de risque de contamination bien que ça soit relativement bien maîtrisé.
Radiovisiograpie. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne d'abord une approche diagnostique plus certaine, meilleure, de meilleure qualité parce que le contraste est meilleur, la dimension de l'image est plus grande et vous pouvez voir donc visualiser l'endodonte d'une manière beaucoup plus confortable. Un cas, une sorte de bridge collé qui pose un problème, on prend une radio, on commence à suspecter un peu des problèmes, il y a un problème à ce niveau-là, il y en a un autre ici. En plus, cliniquement, il y a une fistule. On ne sait pas trop bien à quoi elle correspond, cette fistule. Alors, il y a cette technique tout simple de mettre dedans un cône de gutta et regarder, et puis voir un peu. Et il s'agit donc d'un problème venant de la racine mésio-vestibulaire de la molaire. Ça, c'est l'approche diagnostique classique, donc un confort certain. Voilà le cas, une fois qu'on enlève le bridge, bon, ça c'est le traitement endodontique. Le cas fini avec une autre forme de restauration prothétique et le contrôle radiographique qu'il se fait en temps réel et rapidement. Voilà, donc remarquez la qualité du contraste, un peu tous les éléments anatomiques que l'on peut visualiser avec une radiovisiograpie. La RVG apporte aussi un autre avantage. Au-delà de cet avantage de recherche diagnostique, elle apporte un autre avantage, c'est celui de vous encourager à faire votre traitement endodontique, même dans des situations qui vous paraissent a priori décourageantes. Prenons le cas, par exemple, de cette canine. Si l'on regarde comme ça, bon, et si on commence à compter les problèmes que peut présenter cette canine traitée dans des conditions classiques, de visualisation classique, alors regardez les problèmes que ça a. Hop, un denticule qui vous bouche, si vous voulez, l'accès canalaire. Là, la lumière canalaire qui disparaît. Donc là, il y a encore un autre obstacle. Il y a également un obstacle ici où vous avez donc une fermeture du tiers apical et donc, a priori, on aura des problèmes, si vous voulez, de progression. Ce n'est pas fini, parce que cette canine, hop, si on doit se baser sur l'axe de ce qui pourrait être et convenir à une cavité d'accès, eh bien, on irait droit dans le desmodonte. Donc, il y a un problème d'axe à rectifier. Et l'autre problème aussi, c'est la longueur. C'est une canine qui est très très longue, qui fait à peu près 33 mm. Ce que je viens de faire ici avec mon pointeur, eh bien vous le faites sur écran avec votre radiovisiograpie. Donc vous voyez les distances, vous mesurez, donc vous avez un confort de travail qui est quand même fantastique. Alors à partir de là, je peux tenter de garder cette canine. Parce que sinon, s'il fallait la sacrifier cette canine, c'est certainement un implant. Et on est bien d'accord que le meilleur des implants reste la racine naturelle. Et donc, ça vaut bien le coup de la traiter. Mais pour pouvoir la traiter, il faut le faire facilement. Il faut que je puisse progresser dans ce canal d'une manière confortable. Alors, allons-y. Là, excusez-moi, là, déjà, il a fallu changer l'axe. Donc, il a fallu couper, oublier la première cavité et couper dans ce sens-là pour être dans l'axe et commencer à progresser. Bien sûr, techniquement ici, il faut faire passer des chélateurs et avoir la patience de le faire. Deuxième situation, là on est arrivé à passer, ça ce sont les cas du docteur Saad El-Hachmi qui a eu la gentillesse de nous les passer, Saad El-Hachmi qui est en pratique libérale et qui se trouve être le président du Conseil de l'Ordre d'Oran, qui vous salue d'ailleurs. Et donc là, regardez, il a pu passer sans problème. Mais là, subsiste, là, regardez, cette encoche que l'on voit, ce virage-là, ça c'est, si vous voulez, c'est la fin de l'instrument. Là, il est enfoncé jusqu'à la garde. Et regardez, il est encore à ce niveau-là. Et regardez l'instrument. D'accord? Donc il faudra envisager de faire quoi? De couper la couronne pour pouvoir avancer d'une manière plus convenable et essayer d'arriver jusqu'à l'apex. Ces 4 étapes
n'ont pu se faire et n'être encouragés que parce qu'il y a cette machine, cet RVG qui a pu vous encourager et vous susciter à le faire. Et puis après, voilà l'obturation canalaire qui est redevenue possible. Encore une autre image. Et là, c'est l'image avec une procédure de mise en place d'un tenant fibré. Voilà, donc vous pouvez voir l'axe de votre tenant fibré par rapport à l'obturation canalaire, etc. Voilà un peu ce que vous donne une RVG. Ensuite, il y a les nouvelles techniques d'endodontie. Alors, est-ce que ça a bougé? D'abord, le champ opératoire. Alors, le champ opératoire, la fameuse DIG, eh bien, elle est passée d'un statut de recommandé vers un statut de nécessaire et actuellement, elle est devenue quasiment obligatoire. Elle est devenue quasiment obligatoire en même temps que c'est facilité sa mise en place, en même temps que sont proposées différentes formes de digues qui permettent donc de la poser d'une manière beaucoup plus facilitée. Donc, la cause est entendue, champ opératoire, il faut la digue. Les objectifs du traitement endodontique, il faut bien sûr les rappeler toujours. Un canal nettoyé, un canal mis en forme. Voilà ce que ça veut dire un canal mis en forme. Une préparation conique continue, respecter son anatomie, position du foramen, ne pas le déplacer avec des manœuvres intempestives et garder le foramen étroit pour que ça soit un bouchon au matériau d'obturation canalaire. Et l'obturation canalaire volumétrique et tridimensionnelle, toujours les principes de Schilder. C'est des principes qui ont presque 50 ans. Donc vous voyez que les principes de base n'ont pas changé. Alors la cavité d'accès, c'est le point, à mon avis, le plus important du traitement endodontique. Ses objectifs: pouvoir visibiliser les orifices canalaires, avoir un accès direct aux canaux sans interférence, éliminer totalement le contenu canalaire, permettre une irrigation efficace du système canalaire. C'est une bonne cavité d'accès qui vous permet de constituer cette espèce de réservoir qui va vous contenir votre produit d'irrigation et vous permettre votre parage et désinfection. Et la tenue du pansement parovisoire. Il faudrait que votre cavité d'accès soit capable d'assurer l'étanchéité entre les séances. Donc il faut qu'elle soit préparée d'une manière intelligente. Pour ça, on a ce qu'il faut. On a des instruments formidables, des instruments rotatifs, la turbine, on a le spray, on a ce qu'il faut. Et il faut préparer des cavités comme ceci. Grandes, larges et confortables. Ou comme celle-là. Donc vous voyez un peu les contraintes, les paramètres, les critères de réussite d'une cavité d'accès. Je vais vous donner un exemple. Et c'est cette cavité d'accès, bien sûr, qui va vous permettre un accès direct au canot sans problème. Je prends cet exemple. Radiographie sur une molaire qui nécessite un traitement endodontique. La cavité d'accès qui doit permettre ce traitement endodontique, eh bien, elle doit être comme ça. Vous allez me dire, il y a beaucoup de délabrement tissulaire. Je dis oui. Il faut délabrer les tissus quand c'est nécessaire pour avoir accès à l'ensemble de l'endodonte et réussir un traitement endodontique parfait. N'hésitez pas à enlever du tissu. Parce que ce n'est que cette situation-là qui vous permet d'avoir un accès direct sur tous les canaux. Sinon, si c'est étroit, ça ne passera pas. Et vous serez découragé, vous allez jeter vos broches, et allez, la prochaine fois, on verra. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir l'ensemble des canaux, et c'est comme ça que vous pouvez obturer convenablement vos canaux. Donc la cavité d'accès détermine toute la suite de votre traitement endodontique. Un autre exemple, le cas très fréquent pour réaliser un traitement endodontique sur une molaire avec une cavité distale. Alors là, voilà la radiographie, voilà votre cavité distale, voilà votre endodonte. Regardez toute cette partie mésiale. Si vous passez par là, jamais vous atteindrez cette courbure. Jamais. C'est impossible. Et vous ferez des catastrophes. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas être économe inutilement. Il faut y aller et ouvrir. La prothèse,
les moyens de restauration dont nous disposons sont capables de vous restaurer comme il faut la perte de substance que vous avez volontairement réalisée. Et c'est une cavité comme ça qui peut vous permettre d'y aller jusqu'au fond, d'avoir les 4 canaux et d'obturer convenablement votre... Donc j'insiste sur la qualité de la cavité d'accès. Les instruments endodontiques, ils ont également évolué et d'une manière révolutionnaire, bien sûr, avec l'introduction d'un nouvel alliage, le nickel-titane. Il fait partie de la famille des alliages qu'on appelle la mémoire de forme, et donc on leur reconnaît une qualité exceptionnelle qu'on n'avait pas avec les instruments manuels, c'est cette super élasticité et cette flexibilité. Super élasticité qui permet à l'instrument de subir des contraintes d'une manière un peu plus souple que l'instrument manuel. Flexibilité qui permet à l'instrument de contourner certains obstacles et de suivre certaines directions anatomiques. Ces instruments, à part l'alliage, ils ont une forme. La forme, c'est la conicité. Et alors, on reconnaît 2 types de conicité. Il faut savoir que la conicité des instruments manuels, tous les instruments manuels, ont une conicité de 2%. D'accord? Et ça a posé des problèmes pendant des années. La conicité des instruments nickel-titane, eh ben, elle est beaucoup plus grande, 2, 4, 6, 9%, 12% de conicité, ce qui est remarquable en matière d'usinage, en matière de concept industriel. Mieux encore, il y a 2 grands types de familles d'instruments. Ceux qui ont une conicité constante, le profile dans le temps, et ceux qui sont à conicité variable. C'est encore une prouesse industrielle fantastique. Alors, ces instruments à conicité variable, bien sûr, ou constante, on leur reconnaît une efficacité de coupe qui est différente selon que l'on ait un instrument passif, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un méplat radiant, il est non coupant, avec des instruments coupants qui n'ont pas de méplat radiant. C'est un peu la classification. Je ne veux pas vous noyer, mais juste pour que vous sachiez quelles sont un peu les nuances. Et bien sûr, ils sont doués, tous les instruments en nickel-titane sont doués d'une pointe mousse, de manière à investir, si vous voulez, l'arbre endodontique en douceur et de manière à ne pas créer de fausses routes. Alors l'intérêt du nickel-titane, si on doit, si vous voulez, le juger, eh bien on le juge par rapport à 2 problèmes opératoires qui se posent à l'endodontiste. L'effet de gaine et l'effet de pointe. L'effet de gaine se passe lorsqu'on a une orientation comme ça de nos instruments, quand on était en manuel. Eh bien, cet effet de gaine, il était presque, si vous voulez, inévitable et ça soulevait des problèmes de fausse route. C'était au tiers moyen du canal. Au tiers apical, on avait encore un autre problème avec les instruments manuels, c'est ça créait ce qu'on appelle l'effet de pointe. Et l'effet de pointe pouvait vous déplacer les apex et pouvait vous déchirer l'apex. Les instruments en nickel-titane, eux, permettent d'éviter l'effet de gaine et l'effet de pointe. Mais ils ne le font pas tout seuls, attention. Ils le font parce que vous leur donnez des orientations intelligentes. Exemple, c'est vrai que le nickel-titane peut éviter cet effet de gaine, mais à condition que vous le mettez dans une orientation convenable. Regardez cette molaire. Vous voyez ce surplomb dentinaire que vous avez ici? Eh bien, ce surplomb, il faut absolument le réséquer, parce que vous ne pouvez pas éviter l'effet de gaine si vous laissez un surplomb comme ça. C'est pour ça qu'il faut il faut le biseauter. De manière à ce que votre instrument, au lieu qu'il passe comme ça, eh bien, il passera comme ceci. Et il aura donc des contraintes souples et il pourra contourner votre... Ce que je veux dire par là, ne comptez pas que sur le nickel-titane. Il faudrait que vous ayez une utilisation rationnelle. C'était le but de... La mise en forme canalaire, tout à l'heure, je vous ai dit, on a changé de concept. Oui, on a changé de concept, on est passé au crank-down. Parce que traditionnellement, on préparait
Aux instruments manuels, on préparait le tiers apical et on remontait doucement, doucement jusqu'à la partie coronaire du canal. Là, maintenant, le concept, c'est à basculer à 180 degrés. On fait ce qu'on appelle le crown down. Ça veut dire que c'est une technique corono-apicale. Alors, il s'agit donc de donner une forme régulière au canal en passant de proche en proche, en faisant passer le gros instrument. Il doit travailler à la partie coronaire pour laisser la place à l'instrument plus fin qui, lui, doit aller plus bas. Regardez l'efficacité de coupe par rapport à la conicité des instruments. C'est parce que les instruments en nickel-titane ont une conicité remarquable qu'ils peuvent couper juste par les parois. Vous comprenez? Donc l'efficacité de coupe est multipliée et les contraintes sont réduites. Par contre, ici, un instrument manuel doit travailler le pauvre sur toute la longueur de la partie active, ce qui fait que les contraintes imposées à l'instrument sont beaucoup plus importantes. En plus, il est rigide, et voilà, et donc ça posera des problèmes de progression. Bien sûr, pour évoluer dans ce canal, il ne faut jamais le faire à sec. Il faut que le canal soit très irrigué, et c'est cette conception de crown down qui permet à ce que le canal soit irrigué en continuité. Alors la mise en forme corono-apicale, je vous l'ai expliqué, donc on passe dans D1, D2, D1, D2 et D3 sont des instruments anonymes, si vous voulez. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui quel type d'instrument il faut utiliser, pas du tout. Actuellement, à l'heure actuelle, tous les instruments, tous les dispositifs en rotation continue avec les nickel-titane se valent. Il faut juste suivre scrupuleusement les prescriptions du fabricant. Le principe étant de faire la partie coronaire, ensuite la partie moyenne et ensuite la partie apicale. Le principe, c'est ça, corono-apical. Alors, bien sûr, à ces instruments en ITI, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient en ITI, mais d'abord manuels. Ensuite, on a commencé à trouver l'avantage d'une rotation. Et donc, on a commencé à les faire tourner en rotation continue. Et pour ça, il existe donc des moteurs ou alors des contre-angles réducteurs que vous mettez dans vos équipements. Alors, les objectifs de mise en forme sont respectés. Ça perméabilise le canal, ça vous donne un confort, si vous voulez, opératoire beaucoup plus simple, pour peu que vous vous imposez une période d'apprentissage, parce que c'est une sensation qui n'a rien à voir avec la sensation de préparation manuelle, donc il y a une sensation à laquelle il faut se préparer. Ça réduit les risques de contamination du périapex, voilà. C'est efficace, simple et rapide, et je peux vous assurer que c'est vrai. Bien sûr, il y a toujours des inconvénients, et l'inconvénient le plus redoutable en rotation mécanique, en endodontie mécanisée, c'est la fracture instrumentale des instruments en nickel-titane. Je ne vous le souhaite pas, mais un instrument en nickel-titane qui se fracture dans le canal, bonjour les dégâts, c'est très très difficile de pouvoir le retirer par la suite. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour éviter ça. C'est dû à quoi? À la fatigue. Alors, il y a le fabricant qui vous dit 8, 10 utilisations et vous jetez l'instrument. Pourquoi? Parce que ce sont des instruments qui, en contrainte de fatigue, il est vrai qu'il y a une rupture. Et ensuite, il y a les problèmes de gainage. Alors, les problèmes de gainage, ça veut dire qu'il coince, si vous voulez, et vous continuez à le faire tourner malgré tout. Alors là, il faut faire attention, il faut utiliser la vitesse qui vous est recommandée et travailler en souplesse comme pour toute chose. Alors, l'endodontie mécanisée, c'est, je reviens au principe de base, toujours, c'est pas parce qu'on a un moteur et du nickel-titane qu'on chevauche ou tous les principes de base. Non, pas du tout. C'est d'abord rechercher la perméabilité canalaire jusqu'au foramen. Et ça, il faut le faire, il n'y a pas d'autre solution, il faut le faire qu'avec l'instrument manuel. Il faut déterminer absolument la longueur de travail. Et là, vous savez le faire, soit par les instruments manuels et une prise de radio, et si vous pouvez avoir un localisateur d'Apex, c'est encore mieux. Et enfin, la mise en forme canalaire. Voilà donc les 3 étapes de l'endodontie mécanisée. Un petit clin d'œil sur les localisateurs d'Apex. C'est un dispositif simple,
ludique, attractif, qui vous donne donc des possibilités de détermination de la longueur de travail d'une manière très simple et d'une manière assez ludique. Ça, c'est un exemple où là, quand vous progressez, vous arrivez donc, vous avez des bips qui se déclenchent. Jusque-là, la dent est contente, mais si vous dépassez, la dent devient moins contente et vous avez une alerte qui vous permet de corriger votre longueur de travail. Si je dois prendre le ProTaper, c'est très simple, 6 instruments, 3 pour la partie coronaire, S1, S1, SX, S1 et S2, c'est les shaping files, et les 3 pour la partie apicale, les finishing files. Je ne veux pas vous expliquer la technique, c'est assez simple, c'est assez confortable, donc je vous laisse le soin de vous documenter là-dessus et de voir un peu les prescriptions, si tentez vous adoptez ce type de procédure. Encore un principe de base, un dogme, c'est l'indispensable irrigation. Alors, l'endodontie mécanisée ne suffit pas à elle seule, elle est améliorée par un système d'irrigation adéquat. Maintenant, la pharmacologie s'est également développée. L'hypochlorite de sodium qui, lui, reste, si vous voulez, monsieur irrigation, si vous voulez, à 2,5, qui agit sur la matière organique. Mais on a remarqué que ce n'était pas suffisant parce que dans le canal, il y avait aussi de la matière minérale. Auquel cas, il faut ajouter un EDTA, donc un chélatant, pour éliminer la matière minérale. Et puis, la technologie a aussi intégré dans l'irrigation, elle a intégré un peu le complément, la potentialisation par les ultrasons, et le but étant de disloquer cette fameuse boue dentinaire qui reste dans le canal et qu'il faut débarrasser. Alors le plus, c'est les ultrasons. Là, vous avez 2 images très caractéristiques d'une thèse d'un de mes assistants, le docteur Metreff, où là, vous avez une vue d'une paroi canalaire obstruée de boue dentinaire. Donc là, une irrigation classique a été utilisée. Et là, c'est une irrigation qui a été potentialisée avec les ultrasons. Et vous remarquerez que la propreté canalaire n'a rien à voir. Donc vous voyez un peu ce que vous obtenez. Alors l'obturation canalaire, on y arrive. Quel est l'objectif? Maintenir le résultat que vous avez si bien préparé par votre mise en forme canalaire. Assurer une obturation hermétique étanche et tridimensionnelle, c'est-à-dire en hauteur, en largeur et en épaisseur, de la totalité de l'endodonte. Voilà ce qu'il faut obtenir, autant que possible. Bien sûr, il y a une question, quand et comment? Alors, quand faut-il obturer? Eh bien, il faut obturer lorsque la dent est totalement asymptomatique, lorsqu'il n'y a pas d'œdème. Et la palpation de la zone apicale doit être insensible. Il faut que le canal soit sec. Tant que vous avez du suintement, c'est qu'il y a de l'œdème, il ne faut pas obturer. Il ne faut pas qu'il y ait de fistule, pas d'odeur, et l'obturation provisoire étanche pendant les interséances. C'est-à-dire que pendant les interséances, vous avez assuré une obturation étanche. Dans ces conditions, vous pouvez obturer votre canal d'une manière définitive. Alors, les techniques, on va y revenir, les techniques classiques, on se rappelle tous, pâte seule, oxyde de zinc eugenol, lentulo et on bourre le canal. Pâte de gutta plus cône de gutta, un cône, 2 cônes, 6 cônes, on a essayé. Donc, ce sont des techniques qu'il faut à moyen terme abandonner. Abandonner au profit des techniques modernes qui sont la gutta perca thermoplastifiée. Ça veut dire qu'il est fondu et qui est pratiquement injecté à l'intérieur du canal. C'est le seul moyen et le seul matériau d'obturation canalaire qui vous assure des résultats constants. C'est ça qu'il faut adopter autant que possible. Alors, nouvelles techniques d'obturation canalaire, bien sûr, il y en a des tas, il y en a beaucoup. Système B, thermafile, technique hybride. Elles sont toutes conçues sur l'obturation à la gutta thermoplastifiée. Exemple, le thermafile, c'est quoi? C'est tout bête, enfin c'est tout bête, mais il fallait y penser. C'est des cônes, c'est des tuteurs en plastique
voilà, qui sont enrobés de gutta. Et ensuite, il y a une espèce de four qui vous permet de fondre la gutta. Il y a un vérifieur pour vous permettre de vérifier un peu la vacuité de votre canal jusqu'au foramen apical. Et ensuite, il y a un petit instrument sympathique, le thermacut. C'est une sorte de fraise qui va vous permettre de couper ce qui n'est pas nécessaire. Techniquement, c'est ça. On jauge le canal, c'est tout bête. Longueur de travail qui est respectée, il est sec. On ajuste le tuteur à la longueur qu'il faut. On enlève un peu les surplus par rapport à la longueur de travail. On sèche les canaux, c'est très important. On met en place un ciment de scellement, on enrobe à l'aide d'un cône buvard, par exemple, les canaux à l'aide d'un ciment de scellement fluide sur les parois. D'accord? On récupère le thermafil qu'on a fait chauffer quelques secondes. On insère le matériau d'une manière toute bête, toute simple. On pousse jusqu'à la longueur de travail. Voilà, c'est ce qu'on a fait ici. Vous le voyez. Ensuite, on peut compacter un peu la gutta. Voilà. On sectionne avec le thermacut, l'espèce de fraise là. Voilà les morceaux qui restent. Et on a fini. Et voilà, ça vous donne donc une obturation comme vous l'avez souhaité. C'est rapide, ça dure 2 minutes. À partir du moment où votre canal est prêt, votre obturation canalaire, vous la faites en 2 minutes maximum. J'avais une petite vidéo, mais ce n'est pas nécessaire. Elle montrait la même chose. Alors, il y a une 8e étape à laquelle j'insiste. C'est le scellement coronaire après votre obturation canalaire. Parce qu'il ne s'agit pas de compromettre tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant en mettant un scellement coronaire, une obturation qui est douteuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes de percolation qui sont inévitables en bouche. Et pour peu que votre matériau d'obturation coronaire ne soit pas étanche, vous avez de la salive qui pénètre et ça vous compromet tout votre traitement endodontique. Alors, s'il vous plaît, votre scellement coronaire, il faut qu'il soit associé, que ce soit une restauration coronaire étanche. Ça vous permet d'isoler l'apex du reste. Alors, il faudrait qu'elle assure, assurant d'une manière répétitive et prévisible le succès de la thérapeutique endodontique. Voilà quelques cas donc faits au service d'obturation canalaire. Voilà,